pour la Marine nationale. J'attends à la barre Monsieur Didier Le Gac. Sans tarder, je vous cède la parole, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Bien, mes chers collègues, en premier lieu, et comme mes collègues avant moi, à mon tour, je me félicite bien évidemment en premier lieu que pour la 4e année consécutive, le budget de la Défense soit en hausse, qu'il soit en outre conforme à la LPM 2019-2025 et surtout, bien évidemment, que la Marine nationale bénéficie encore une fois cette année de l'effort de la Nation. Je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié, Madame la Présidente, cette mission de rapporteur que vous m'avez fait l'honneur de porter cette année pour la première fois. J'ai mené de nombreuses auditions ici à Paris et aussi sur le terrain, en visite, notamment dans les 3 bases navales et préfectures maritimes de Brest, Toulon et Cherbourg. Jeudi dernier encore ici, j'ai interrogé en commission le général Lecointre, chef d'état-major des armées, sur la place de la marine et de ses moyens dans le dispositif de notre défense nationale. En effet, pour ma part, je considère que la menace viendra demain sans doute, probablement de la mer, après des années d'une lecture géopolitique plus terrienne ou plus terrestre. Les effets du changement climatique, comme l'ouverture de nouvelles routes maritimes via l'Arctique, par exemple, mais aussi les nouveaux enjeux sur les espaces maritimes en matière de ressources énergétiques ou biologiques, les enjeux migratoires, les questions de sécurité, de sûreté maritime ou encore de souveraineté, notamment dans notre zone économique exclusive. Tout cela implique une nouvelle lecture des enjeux géostratégiques. Et même si cela ne nécessite pas de revoir tout de suite les grands équilibres de la LPM, comme il l'a rappelé lui-même, le général Lecointre a cependant confirmé cette analyse. Il a expliqué que la mer est devenue un domaine de conflictualité, de combat potentiel et un espace de contrôle avec la piraterie, les flux maritimes toujours plus intenses, les accès aux détroits toujours plus contestés. Il a souligné également l'importance stratégique de la zone côtière. Je vous rappelle que la majorité de la population mondiale vit à moins de 100 km des côtes et où le déploiement de troupes et les interventions à partir de la mer s'imposent demain plus que jamais comme enjeu opérationnel. Dans ce contexte très mouvant, le combat naval redevient donc une hypothèse de travail, comme l'a indiqué ici devant notre commission l'amiral Pierre Vendier, chef d'état-major de la Marine, nouveau chef d'état-major de la Marine. Donc dans mon rapport, il y a 2 parties traditionnellement, la première partie sur les crédits et la deuxième plus thématique. Sur la première partie, les crédits de la Marine ou du programme préparation et emploi des forces marines. En 2021, l'action 3, préparation des forces navales du programme 178 sera dotée de 3,8 milliards d'euros en autorisation d'équipement et 2,6 milliards d'euros en crédit de paiement. Les crédits du projet de loi de finances pour 2021 confirment donc l'effort de réarmement de notre marine nationale entrepris depuis la LPM 19-25. Ainsi, en 2021, le renouvellement accéléré de nos capacités opérationnelles se traduira par plusieurs points. D'abord, des commandes clés, une frégate de défense et d'intervention, FDI, de 45 kits de missiles Exocet mer-mer, de 40 blocs 3C, les missiles anti-navires, et de 8 hélicoptères interarmés légers, les fameux HIL. Mais aussi de livraisons nombreuses, 3 avions de patrouille rénovés, une frégate multimission FREM, la FREM Alsace dédiée à la défense aérienne, une frégate légère furtive rénovée, notamment dotée d'un nouveau sonar, un hélicoptère NH-90 Caïman, un lot de torpilles lourdes Artemis, 4 missiles Exocet et un lot de missiles Aster 30. Par ailleurs, les grands programmes liés aux infrastructures seront également poursuivis en 2021, avec l'arrivée de nombreux bâtiments nouvelle génération. La maîtrise des programmes d'infrastructure est absolument cruciale. J'ajoute enfin que la marine a tout à gagner à se doter rapidement de drones, notamment pour la surveillance des approches et des côtes métropolitaines. Voilà donc pour la remontée en puissance de notre marine. En ce qui concerne maintenant le maintien en MCO, les conditions opérationnelles des équipements, l'investissement se poursuit en 2021. Il représente d'ailleurs une part importante du budget de la marine. Il se poursuit, même si ses effets en termes d'accroissement de l'activité ne devraient se manifester qu'en 2023. Les ressources consacrées au service de soutien de la flotte sont actuellement garanties.
Et je rappelle dans mon rapport qu'une remise en cause de ces ressources déséquilibrerait d'ailleurs le MCO naval qui est déjà sous tension et ne permettrait pas de conserver le modèle actuel optimisé. Enfin, je vous livre un dernier motif de satisfaction que je développe dans mon rapport. Il concerne le plan famille. J'ai pu constater les premiers effets tangibles sur le terrain lors de mes déplacements de ce plan famille lancé par la ministre des Armées en 2017 qui, comme vous le savez tous, contribue à l'amélioration des conditions de vie de nos marins et de leurs familles, de même que l'amélioration de leurs conditions d'hébergement et d'équipement. J'ai ainsi vu dans les 3 bases navales la construction de nouveaux bâtiments destinés à l'hébergement ou à la restauration. Je pense notamment aux nouveaux bâtiments de bureaux pour les doubles équipages d'EFREM ou des BASM comme à Brest. Ces nouveaux bâtiments, mesdames et messieurs, sont très attendus car il reste encore, et je l'ai malheureusement constaté, des bâtiments encore très vétustes. Les crédits de la marine permettent la mise en œuvre de 3 types d'engagements. Toujours et encore la permanence de la posture de dissuasion. Ensuite, la défense de notre territoire maritime pour laquelle la marine est chargée de missions relevant de l'action de l'État en mer. Et 5 théâtres d'opération, le golfe de Guinée, le détroit d'Ormuz, l'Atlantique, la Méditerranée centrale et la Méditerranée orientale, Médor. Sur ce dernier point, je voudrais souligner, je l'ai fait dans mon rapport devant vous, que le rythme d'engagement opérationnel de notre marine est aujourd'hui très soutenu et que dans un contexte géostratégique qui est en pleine mutation et que le livre blanc d'ailleurs ne prévoyait pas autant de théâtres d'opérations simultanés. L'amiral Pierre Vendier a évoqué le passage à un nouveau cycle en ce domaine. Le retour des États-puissants s'est avéré depuis quelques années et se traduit de plus en plus par un usage ou une démonstration désinhibée de la force militaire. Ainsi, en Médor, on l'a vu cette année avec la Turquie qui applique la politique du fait accompli. Concernant la deuxième partie de mon rapport, la partie thématique, j'ai consacré cette partie pour avis au successeur du Charles de Gaulle, le porte-avions nouvelle génération à l'horizon 2038. D'abord parce que c'est bien évidemment le sujet aujourd'hui pour la Marine nationale, mais au-delà de la Marine nationale pour notre pays, et qu'il représente aujourd'hui et demain dans le budget de nos armées un montant très important. Il est indispensable que la Marine nationale tienne son rang de grande puissance maritime, je viens de le rappeler, et conserve donc son autonomie navale en se dotant de ce porte-avions moderne, c'est-à-dire un porte-avions de haute technologie qui sache conjuguer d'une part notre savoir-faire aéronaval et centenaire, et d'autre part l'adaptabilité aux dynamiques de la conflictualité mondiale. Dans mon rapport, vous le verrez, avant d'évoquer le porte-avions de l'avenir, je fais un zoom et un petit rappel historique. En effet, cette année, chers collègues, l'aéronautique navale célèbre le centenaire des premiers appontages sur le cuirassé Béarn. Il y a tout juste 100 ans, quasiment jour pour jour, c'était hier, le 20 octobre 1920, le lieutenant de vaisseau Paul Teste apponte pour la première fois sur le Béarn. L'aéroplane est freiné sur 30 mètres par des câbles transversaux reliés à des sacs de sable et il reconduit l'exercice avec succès 3 fois dans la même journée. Et c'est ainsi que les brins d'arrêt sont donc nés il y a 100 ans. Le porte-avions nouvelle génération, premièrement, sera le navire qui permettra à la France de maintenir son rang dans un monde incertain. Le porte-avions est d'abord, et vous le savez, un outil politique, c'est ce que je rappelle dans mon rapport, c'est d'abord un outil qui permet à notre pays de faire valoir ses positions dans le monde. Un groupe aéronaval autonome permet à la France de protéger notre vaste zone économique exclusive, on n'arrête pas de le répéter, 11 millions de mètres carrés, la deuxième plus importante au monde, et d'exister en tant que puissance mondiale. Ensuite, le concept de porte-avions garde toute sa pertinence en raison même de l'avantage opérationnel qu'il représente face, on l'a dit et répété, à des compétiteurs aujourd'hui de plus en plus désinhibés. Enfin, j'ai souhaité porter votre attention sur les contraintes et obstacles pesant encore sur le projet de porte-avions de nouvelle génération. Notamment, il faudra par exemple s'adapter au système de combat aérien du futur, le SCAF, vous savez, le nouvel avion de combat, qui sera au porte-avions nouvelle génération, ce que le Rafale est actuellement au Charles de Gaulle. Notre nouveau porte-avions devra également répondre aux besoins de la marine avec un niveau d'efficacité au moins équivalent à celui du Charles de Gaulle. Et je pense notamment à notre interopérabilité avec les alliés stratégiques, comme bien évidemment l'US Navy. Des choix devront donc être effectués aussi bien sur le plan technologique que stratégique. C'est l'objet de toutes les études qui ont déjà démarré et qui devront se poursuivre. Nous attendons donc désormais, Madame la Présidente, la décision du Président de la République qui devrait répondre à toutes ces interrogations, toutes celles que je viens de formuler et d'autres encore.
Madame la Présidente, mes chers collègues, les crédits alloués par le projet de loi de finances pour 2021 correspondent pleinement aux objectifs de remontée en puissance de la Marine nationale. Je salue cette évolution positive qui permettra à notre pays de tenir son rang de grande puissance dans ce monde, de protéger ses intérêts et de veiller à l'application du droit international sur tous les océans. Merci beaucoup. Collègues, pour cet excellent rapport qui reflète tout l'intérêt de la marine. Sans tarder, Monsieur le Président André Chassaigne. Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais revenir sur la question des frégates multimissions, les FREMM. À terme, la loi de programmation militaire 2019-2025 permettra à la Marine nationale de disposer seulement de 5 frégates dites de premier rang contre au moins 18 qui étaient espérées. Mais dans le détail, cette flotte se composera d'ici 2030 de seulement 8 frégates multimissions, les FREMM, 2 frégates de classe Horizon et 5 frégates de défense et d'intervention qui, pour d'ailleurs 3 d'entre elles, sont la modernisation de frégates légères furtives, modernisation qui va être effectuée par Naval Group. Est-ce que vous avez eu des remontées plutôt négatives sur ce que l'on peut appeler une forme de recul sur les besoins qui avaient été exprimés par la Marine? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que Naval Group, notamment, et les industries de l'armement sont plutôt axés sur leurs intérêts d'exporter du matériel neuf qu'ils fabriquaient et orientent le choix vers la rénovation d'autres bâtiments? Merci. Monsieur Jacques-Marie Lossian. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, cher Didier, merci pour cet excellent exposé. L'année dernière, dans le rapport pour avis du budget 2020, j'avais déjà souligné 2 points essentiels que vous avez d'ailleurs partiellement évoqués. Le premier, la surchauffe opérationnelle de la marine. L'augmentation des menaces, l'instabilité géopolitique internationale ont entraîné une croissance significative des missions de surveillance, de déploiement ou d'intervention. Deuxième point, les réductions temporaires de capacité. Patrouilleurs, drones tactiques, hélicoptères, stocks de munitions, avions de surveillance maritime, frégates de défense aérienne, bâtiments ravitailleurs, sonars et tout dernièrement SNA. Comme vous l'avez mentionné, de nombreux efforts ont été engagés depuis 2017 pour la régénération et ce que vous avez appelé la remontée en puissance de la marine. Nouvelle commande de patrouilleurs, PLG, POM, lancement de grands projets d'infrastructure à Brest ou à Toulon notamment, mise en place de contrats de maintenance opérationnelle, lancement d'appels d'offres, les patrouilleurs côtiers de gendarmerie par exemple, de nombreux efforts de recrutement, le plan famille, mise en place de double équipage sur les FREMM et bien sûr études pour un nouveau porte-avions que nous évoquions déjà dans le rapport 2018. Nous allons procéder très bientôt à l'actualisation de la LPM. Comment allons-nous renforcer la LPM afin de donner le plus rapidement possible, j'insiste, le plus rapidement possible, à la Marine nationale les moyens de mieux remplir ses missions? Je vous remercie. Merci. Monsieur Jean-Charles Larsonneur. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, voilà, je me joins à votre constat que notre marine nationale remonte en puissance et je m'en félicite. Et cela se voit sur nos bases, qu'il s'agisse de Toulon, de Brest et bien d'autres. Peut-être saluer en premier lieu la livraison de la FREMM de défense aérienne, qui est un complément décisif pour notre groupe aéronaval. Également le tir tout récent d'un missile de croisière depuis un SNA. Alors moi, je voudrais vous interroger peut-être plus précisément sur le nombre d'hélicoptères dans la marine, avec notamment la livraison des 2 premiers dauphins de la flotte intérimaire qui devait rentrer en service cette année. Est-ce que vous pourriez nous confirmer cette livraison, s'il vous plaît? Et puis, peut-être, si vous avez eu, dans le cadre de vos échanges pour ce rapport, un regard plus précis sur la question de la charge pour nos industriels à Lorient. C'est un sujet sur lequel
je porte une attention particulière. La charge prévue étant un rythme de 1 FDI pour la commande souveraine, 1 FDI pour l'export. Ce rythme aujourd'hui paraît compliqué à tenir. Est-ce que vous avez des éléments plus précis sur la manière dont les compétences vont être maintenues dans la durée sur le site de Lorient? Je vous remercie. Merci. Monsieur Jean-Louis Thiriot. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur pour cette analyse complète. Vous avez choisi de faire votre rapport thématique sur les plus gros bateaux, le plus gros, notre navire amiral, le futur porte-avions. Je souhaiterais vous interroger sur tout le contraire, qui sont ce qu'on appelle les petits bâtiments. Dans le travail que nous avions fait avec Benjamin Griveaux sur BITD et Plan de relance, nous avions identifié que pour des petits chantiers, je pense à des chantiers comme Piriou, des chantiers de cette taille, ces petits bâtiments qui ne sont pas des programmes majeurs peuvent avoir une importance vitale. Avez-vous, je n'ai pas regardé précisément dans le budget, des commandes qui sont engagées sur des bâtiments type BSAM, par exemple, les bâtiments de soutien et d'assistance métropolitain, et au-delà de l'aspect économique, pensez-vous qu'ils répondent à une réelle nécessité opérationnelle qu'il conviendrait de satisfaire, notamment à l'occasion de l'actualisation de la MPM qu'évoquait mon collègue Marie-Le Sion? Merci. Merci. Madame la vice-présidente Patricia Miralles. Merci Madame la Présidente. Merci chers collègues pour votre rapport. Je m'exprimerai sur l'objectif 3 et je veux saluer la réalisation des contrats opérationnels comme chaque année remplis à 100%. La réalisation des contrats opérationnels de la marine a chuté entre 2019 et 2020, passant de 84% à 70%. Quelles sont les raisons de cette chute ? Peut-on y remédier? Les crédits engagés permettent-ils d'atteindre à nouveau les objectifs définis dans les contrats opérationnels de protection? Et comment explique-t-on l'écart entre 2020, entre la réalisation opérationnelle de 70% et celle actualisée de 87%? Merci. Merci. Je prends toutes les questions, hein. Comme ça vous permet de vous organiser s'il y en a certaines qui vont sur le même sujet. Madame Sereine Mauborgne. Merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais remercier Jean-Charles Larsonneur de se féliciter du tir de la torpille F-21 qui a été réalisé avec grand succès parce que d'abord, elle est fabriquée sur le site Naval Group de Gatsin-Saint-Tropez que j'ai l'honneur de représenter dans cette maison et que malgré le Covid, l'ensemble du programme a été respecté à l'heure près. Et que je pense qu'on peut saluer l'ensemble des personnels qui se sont impliqués dans cette réalisation finale. Je voulais vous interroger à propos du sous-marin La Perle, puisque malheureusement, je suis allée le lendemain de l'incendie sur l'arsenal de Toulon, voir l'étendue des dégâts, et vous demander si, en tant que rapporteur, vous aviez pu avoir une once de début de réponse à la question retournera-t-il à l'eau ou pas? Merci beaucoup. Monsieur Jean Lassalle. Merci, Madame la Présidente. Mon cher collègue, écoutez, merci pour les bonnes nouvelles que vous donnez de notre marine. Et d'ailleurs, je me disais, en écoutant les chefs d'état-major, j'avais l'impression qu'ils nous parlaient clairement et à un très haut niveau. Et j'ai le même sentiment aujourd'hui en écoutant les différents rapporteurs que vous êtes. Merci d'avoir souligné le caractère novateur et la qualité du Béarn, qui aurait peut-être pu échapper à certains. Alors, je m'adresse à vous précisément parce que j'ai toujours pensé que les gens de la mer étaient ceux qui comprenaient le mieux les problèmes de la terre. Et qu'ils étaient certainement, avec les bergers, ceux qui ressentaient le mieux les signes avant-coureurs. Est-ce que vous pensez, par exemple, que, étant assez loin de la mer, le Mali pourrait, grâce à vous et l'intervention que nous y menons depuis quelques années déjà,
retrouver son sens, redonner du goût et confiance à nos militaires, malgré la libération de 206 personnages dont tout le monde ne se félicite pas. Je vous remercie. Merci. Monsieur Jean-Pierre Cubertafond. Je voudrais essayer d'être à la hauteur au niveau de mon collègue Jean Lassalle. Merci, Madame la Présidente, pour votre gentillesse. Merci pour votre efficacité et la façon dont vous animez cette commission. Monsieur le rapporteur, je souhaiterais d'abord vous féliciter d'avoir fait le choix ambitieux de faire du porte-avions nouvelle génération le centre de votre seconde partie, tant la dimension prospective de ce sujet est stratégique. Au-delà des questions de propulsion, du nombre ou d'éventuels partenaires, je souhaiterais avoir votre avis nourri de vos travaux sur les vecteurs que portera ce porte-avions. En effet, dans la logique de nouvelle génération d'avions, nous pouvons imaginer qu'ils transporteraient des appareils SCAF avec leur nuée de drones. Toutefois, contrairement au F-35B, le projet de SCAF ne prévoit pas un décollage vertical, ce qui implique a priori un pont plus long et le moindre emport d'avion. En l'état de la prospective, à quel point d'appui les drones est-il pris en compte? Je m'interroge même en effet sur la possibilité de disposer d'un porte-avions entièrement dronisé, un porte-aéronef peu éloigné en conception de nos porte-hélicoptères, en somme. Et par ailleurs, un porte-avions de nouvelle génération appuyé de drones volant me fait m'interroger sur son escorte. Quel est l'état de la réflexion sur les technologies nouvelles de la dronisation, y compris navale, de son escorte? Au fond, la réflexion actuelle sur le porte-avions nouvelle génération se limite-t-elle à une évolution du standard technologique où voit-on émerger une nouvelle doctrine navale peut-être aussi révolutionnaire que le passage du cuirassier au porte-avions? Merci. Merci. Monsieur le vice-président Jean-Michel Jacques. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. On a abordé avec mes collègues les grands bâtiments, les petits bâtiments. Moi, j'aimerais aborder l'équipage qui arme ces bâtiments et plus précisément l'attractivité et le recrutement pour composer ces équipages. L'amiral Prazuc, lorsqu'il était en responsabilité, avait le plan Mercator qui abordait précisément ce sujet. L'amiral Pierre Vendier s'est saisi de cette problématique et l'a abordé aussi. J'aurais aimé votre regard sur le sujet, vous qui travaillez sur plus précisément la marine depuis maintenant plusieurs années. Voyez-vous une évolution avec ces changements sociétaux, ces générations qui changent? Est-ce que nos jeunes ont encore envie de mettre du sel dans leur vie? Je vous remercie. Merci. C'est un terrien en plus qui parle. Monsieur le vice-président Charles Laverpierre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, j'ai deux questions assez brèves à vous poser. La première, vous avez abordé à juste titre dans votre partie thématique, vous avez consacré votre partie thématique au porte-avions de nouvelle génération et au démarrage des études, au choix qu'il faudra faire. Est-ce que dans votre esprit, ce porte-avions de nouvelle génération devrait être le successeur du porte-avions Charles de Gaulle, ce qui impliquerait une mise en service dans les années 2038-2040, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment, au moins, la France ait deux porte-avions en service, comme c'est le cas pour la Grande-Bretagne? Deuxième question, vous avez parlé des commandes qui seront et des livraisons financées par le budget des armées. Est-ce qu'il y a, s'agissant de la marine, des commandes ou des livraisons qui seront financées au titre du plan de relance? Je vous remercie. Merci, Monsieur le vice-président. Madame la présidente Sabine Tillet. Merci Madame la Présidente et merci à tous les rapporteurs pour leurs précisions.
Ma question s'adresse également en fait à Jean-Jacques Ferrara tout à l'heure parce que ça concerne le recrutement, parce que notre collègue Sérène Mauborgne a bien souligné les difficultés de recrutement et je voudrais savoir si ces difficultés concernent nos 3 armées de même manière et sinon quelles sont les raisons pour que les uns arrivent peut-être à mieux recruter que les autres. Est-ce que c'est de l'intérêt pour l'armée même ou est-ce qu'il y a des stratégies différentes mises en place? Merci. Madame la Présidente. Et enfin, la dernière question, Jean-Marie Fivet. Merci Madame la Présidente. Ma question va être très courte. Depuis quelques mois, la Marine a mis en service des chalands multimissions à énergie hybride diesel-électrique. Apparemment, ça donne toute satisfaction. Avez-vous travaillé sur cette motorisation? Et est-ce que savoir si la Marine a d'autres projets du même type? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, 13 questions. Il vous reste, en fait, si on regarde bien, 5 minutes en temps théorique. Donc, je vous demanderai effectivement des réponses très précises et très courtes. Bien. Je ne suis pas sûr d'ailleurs de pouvoir répondre à toutes les questions, mais en tous les cas, merci à tous et à toutes, chers collègues, pour l'intérêt que vous manifestez pour la Marine nationale. Non, mais quelque part, ça illustre bien ce qu'on disait, ce que je dis dans mon rapport, ce que j'ai dit en introduction, et ce qu'a répété ici l'amiral Vendier ou le général Lecointre. Oui, demain, le monde sera maritime ou il ne sera pas. Bon, il y a des questions que je ne pourrais pas répondre, notamment Patricia, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre techniquement sur la question que tu as posée. Jean-Charles Larsonneur sur l'Orient, non, je ne peux pas confirmer aujourd'hui. Mais je vais vous apporter des réponses, on va les rechercher. Bon, en vrac, pas forcément dans l'ordre. Sabine et Jean-Michel, Mme Tillet et M. Jacques sur le recrutement. La Marine ne fait pas trop face à trop de difficultés en matière de recrutement, ni en quantité, ni en qualité. J'ai posé aussi cette question aux amiraux que j'ai rencontrés à plusieurs reprises. Est-ce que les jeunes sont aujourd'hui moins motivés que hier, etc. Non, ils m'ont vraiment rempli de confiance, d'enthousiasme sur la capacité de nos jeunes demain, effectivement, à faire face à un conflit et puis à embarquer. Et ils sont très intéressés par leur mission et toujours très, très motivés par le sens de leur mission. Et notamment, vous le savez, plus ils naviguent et plus ils sont heureux. La Marine, c'est 34 000 marins. Elle doit chaque année recruter environ 3 000 personnes. Bon an, mal an. Cette année, compte tenu du Covid, ce sera plutôt 2500. Et le dernier trimestre est fondamental pour la Marine nationale parce que c'est dans le dernier trimestre qu'ils organisent et qu'ils opèrent le gros de leur recrutement. C'est lié à la saisonnalité des bacheliers ou des jeunes diplômés qui sortent en juin, qui arrivent sur le marché du travail en septembre. Sur le recrutement, toujours, il y a des nouveaux modes de recrutement assez originaux. Je pense notamment à ce que font les BAN, les bases aéronavales, qui recrutent localement. Chacune d'entre elles recrute entre 100 et 120 personnes en ce moment pour contrer justement l'effet mobilité. Parfois, comme ils ont des difficultés de recrutement, parfois les jeunes ne veulent pas rentrer dans la marine pour des questions de mobilité qu'on peut comprendre. Donc la Marine nationale est en train de tester des recrutements locaux, 100, 120 personnes par base, sur des contrats courts. Et les personnes qui rentrent ont l'assurance qu'ils travailleront dans l'endroit où ils seront recrutés. Donc c'est une expérimentation qu'il faudra suivre. Le CIRPA, parfois, nécessiterait peut-être des circuits plus courts, je le dis, parce qu'on nous l'a dit aussi, notamment un jeune qui rentre dans un CIRPA à Strasbourg ou à Lyon et qui veut rentrer dans la Marine nationale. Le moment entre... Il exprime son besoin dans un CIRPA, dans un bureau de recrutement quelque part, et le moment où il va avoir sa première confrontation avec la mer est parfois trop long et donc peut entraîner des désistements.
On l'a vu notamment pour les sous-marins, après le formidable engouement autour du film Le Chant du Loup. Eh bien, beaucoup de jeunes sont rentrés dans les bureaux de recrutement, mais après, on leur a expliqué que entre le moment où il est rentré dans le bureau de recrutement et où il pourrait naviguer, il s'écoule parfois trop de temps. Mais en tous les cas, le chef d'état-major nous a assuré que les 2500 ou 3000 recrutements auront bien lieu cette année. Pour le recrutement, sur Jean-Pierre Cubertafond, sur la propulsion, sur le SCAF et donc sur le porte-avions. Oui, le porte-avions nouvelle génération devra permettre le déploiement du prochain avion de combat. Donc ça on l'a dit, et c'est donc l'avion qui va préfigurer le prochain porte-avions. Il faut savoir que le SCAF aura une masse conséquente, très importante, 50% de plus que les actuels Rafale, et c'est ce qui va donc conditionner demain le prochain porte-avions. Le porte-avions aujourd'hui, le Charles de Gaulle, je vous le rappelle à tous, fait 260 mètres de long pour 30 000 tonnes de déplacement. Demain, le nouveau porte-avions, on sait qu'il sera plus long, de l'ordre de 300 mètres, et pour un tonnage de 70 000 tonnes environ. Les drones feront partie demain intégrante de la Marine nationale, comme ils feront partie intégrante du paysage militaire de nos armées. Ils ne remplaceront pas pour autant les avions de combat, les SCAF. C'est une question qui a été posée. Ils seront complémentaires, mais les drones ne remplaceront pas les avions de combat. Charles de la Verpillière, sur le successeur du PNG, oui, c'est bien un successeur. Il n'y aura pas de cohabitation entre les deux. Déjà, question de durée d'équipement du porte-avions actuel. On tire beaucoup sur les matériels. On l'a vu déjà pour les SNA, par exemple, où les SNA avaient une durée de vie de 25 ans. Pour certains, ils seront à 38 ans de vie, d'opérationnalité lorsqu'ils vont cesser leur activité. Et pour le porte-avions Charles de Gaulle, eh bien, c'est la même chose. On est aujourd'hui, mais c'est le président de la République qui pourra apporter cette réponse, bien sûr, sur le modèle de un porte-avions. C'est vrai que les autres puissances sont en train de s'équiper. La Russie en est à 1, mais les États-Unis sont à 11, et la Chine a pour objectif d'en avoir au moins 3 très prochainement. Donc il y a effectivement une question de comparaison avec les autres grandes puissances. Sur les frégates, il y a eu beaucoup de questions sur les frégates. Alors, le modèle qui est dans la LPM, c'est 15, effectivement. La Marine nationale en aurait souhaité 18. 15 ne peut pas être à moins, effectivement, compte tenu du nombre d'opérations, de théâtres d'opérations. Le précédent livre blanc prévoyait 3-4 théâtres d'opérations pour la Marine. On en est plus près de 6, voire 7. Et donc 15, c'est un minimum. On ne sera pas loin des 18, puisque si vous reprenez le schéma de la Marine actuellement, il y a 6 FREMM livrés, 2 FDA, ça en fait 8 actuellement. Il y a 2 FREMM qui seront transformés en FREMM DA, c'est-à-dire sur lesquels on va ajouter des équipements pour qu'ils puissent faire de la défense aérienne, ça fait 10. Il y a les 5 FDI qui ont été... dont la livraison a été confirmée, qui seront tous livrés à partir de 2023 et avant 2030. Donc 8 FREMM plus 2 FREMM transformés en défense aérienne, plus 5 FDI, on est à 15. Et en attendant, il y aura 3 frégates légères furtives qui seront rénovées en attendant la livraison des FDI. Donc 3 frégates légères furtives, on est presque à 18, mais vous avez raison, on ne peut pas descendre en deçà de ce nombre si on veut assurer une présence sur tous les globes et une présence réellement dissuasive. En vrac, Monsieur Thiriot, sur les petits bâtiments, oui, vous avez raison, chers collègues, on parle beaucoup effectivement des grands mises en chantier et des grands opérateurs avec Naval Group, les chantiers de l'Atlantique, etc. Mais il faut aussi bien évidemment penser aux petits chantiers et aux PME, PMI qui sont derrière
derrière, et c'est pourquoi la ministre des Armées, Florence Parly, s'est rendue à Saint-Malo, pas plus tard que le mois dernier, à la Socarénam, pour confirmer et anticiper d'ailleurs la construction des patrouilleurs, qui sont une vraie nécessité. Et c'était dans une PME, c'était à Saint-Malo. Donc effectivement, il n'y a pas que les grands programmes confiés à Naval Group ou à d'autres, mais il y a aussi ces PME dont nous avons besoin. Vous avez cité Piriou, auquel je suis très attaché, puisque c'est une entreprise bretonne et du Finistère. D'ailleurs, je me félicite parce que quelqu'un a posé la question des patrouilleurs, que la ministre, ici même, lorsque je lui avais posé les questions, a accepté, a annoncé l'anticipation sur les programmes patrouilleurs, dont c'est un vrai besoin, notamment à Cherbourg, notamment dans la lutte, dans une nouvelle problématique qu'il y a en Manche, mer du Nord. Sereine Mauban m'avait interrogé sur la perle, effectivement. J'étais à Toulon. On a pu. Alors, dans mon rapport, je ne le détaille pas ici, mais j'explique les options qui sont sur la table. La ministre devait vraiment incessamment devrait annoncer l'option qui sera choisie. Dans tous les cas, vous le savez, la perle sera bien envoyée à Cherbourg. Elle sera remorquée jusqu'à Cherbourg. Ça devrait être fait rapidement. La question autour de la perle, il y a effectivement qu'est-ce qu'on va y faire demain. Mais la perle était de toute façon en hyper jusqu'à fin 2021. Donc il n'y a pas pour l'instant d'urgence, en tous les cas, il n'y a pas de mise en danger par rapport à l'opérationnalité des SNA, parce que sur les 6, il y en a toujours 2 qui sont en hyper de manière immobilisée, 1 ou 2 qui sont en hyper léger. Donc, et la perle était de toute façon immobilisée jusqu'à fin 2021. C'est beaucoup posé la question du MCO et de l'entretien sur les perles, et notamment ce que vous avez pu voir ici ou là. Est-ce que demain, les équipages ne devront pas être présents au moment où il y a des grands travaux d'hyper qui sont menés sur les bâtiments, comme ça se fait sur les frégates, comme ça se fait sur les bâtiments de surface? Est-ce que demain, les équipages ne devront pas être présents sur ce sous-marin? Donc il y a une partie dans mon rapport où j'évoque cette question. Jacques-Marie Lossian sur, effectivement, et j'aurais pu d'ailleurs commencer par saluer celui qui m'a précédé, cher Jacques, durant les 3 premières années de la LPM, qui m'a passé le relais. Oui, effectivement, s'il y a, et quand il y aura réactualisation de la LPM, la Marine nationale devra y prendre tout sa part. Mais le général Lecointre l'avait dit ici, oui, demain, le fait militaire sera de plus en plus maritime. Et pour lui, il répondait à ma question en disant la LPM ne doit pas pour autant... ça ne nécessite pas de revoir les grands équilibres de la LPM. Ce qu'il faut vraiment, c'est assurer l'exécution, mais la présidente y est attachée aussi, à la lettre de la LPM pour remplir les trous capacitaires qui étaient vraiment pour notre marine devenus trop importants. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur les chalands. Non, j'ai pas de réponse comme ça, Jean-Marie Fievet, mais effectivement, la marine est complètement impliquée dans le programme énergétique voulu par la ministre. Et à bord, il y a des vrais enjeux à bord des navires sur des nouvelles manières non polluantes de naviguer, comme au commerce d'ailleurs. Voilà, à peu près... les frêmes, les petits bâtiments. Ouais, et puis pour le reste, je vais vous répondre. Bon. Donc, monsieur le rapporteur, c'est vrai que c'était pas facile parce que vous avez eu, c'est vous qui avez eu le plus de questions, donc vous êtes obligé d'avoir plus de temps de réponse. Merci pour la concision. Pour ceux à qui on n'a pas répondu, on va apporter des réponses. Et la précision de vos réponses dans le temps imparti. Nous avons quelques petites minutes de retard. Donc, merci beaucoup, monsieur le rapporteur, pour tout votre travail. Et on voit bien quel est l'intérêt majeur de nos collègues aussi pour ces nouvelles formes de conflictualité. Sur nos zones maritimes, monsieur